La meilleure qualité. Les lobbies existent toujours, mais il faut travailler. Seul le travail paye. Les lobbies existent toujours pour contrarier ceci, cela. Mais nous, Sénégalais, on doit savoir qu'on a une matière que tout le monde cherche et qu'on le développe. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une affaire de Cheikh Amar ou telle personne. C'est pour nous tous, pour les paysans. Parce que si les paysans, je vous ai dit, je vous répète, en économie, il y a 3 phases. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie et il y a les services. Si l'agriculture ne marche pas, il n'y aura pas d'industrie. Si l'industrie ne marche pas, il n'y aura pas de services. Les services, c'est quoi? C'est le commerce. Mais justement, l'économie, on en parle au Sénégal depuis quelques mois, du plan Sénégal émergent. L'agriculture est l'un des points forts de ce plan Sénégal émergent. Est-ce que vous estimez que la démarche qui a été prise, elle est bonne ou pas? Oui, c'est la locomotive. Dieu nous a donné la terre, restons à la terre, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Mais vous, là, en France, il n'y a pas de pétrole. C'est un pays développé. C'est un pays purement agricole. Donc, vous voyez, donc, il faut qu'on comprenne ça. Mais même si on a des ressources, mais si les ressources sont épuisées, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais les paysans sont un peu inquiets parce que la plupart d'entre eux ont ce qu'on appelle les trucs familiales, traditionnels. Avec la mécanisation, ils ont peur aujourd'hui de perdre cette capacité, ce pouvoir d'achat qu'ils avaient et que leur ferme familiale soit transformée, qu'ils soient transformés eux en ouvriers agricoles. Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, s'ils n'ont pas de grande surface, il faut qu'ils se regroupent, il faut savoir partager en GIE ou en SAR. Comme ça, on leur donne un tracteur et ils payent à la banque, eux tous, mais c'est leur tracteur. Parce qu'en Inde, par exemple, c'est l'agriculture familiale qu'on développe. En Chine aussi, c'est pour ça. Là-bas, on ne voit pas des gros tracteurs. Ça ne sert à rien. Mais ici, on développe l'agriculture familiale, mais aussi l'agriculture à grande échelle. C'est ça la différence. Donc, au Sénégal, il faut cumuler les deux. Il faut laisser ce qu'on appelle les petits agriculteurs avec leur truc et faire aussi, quand même, si on veut vraiment réussir et avoir à 2017, il faut faire du basmati, donner des 10 000 hectares à des gens qui vont cultiver avec des tracteurs. Mais est-ce qu'il est facile pour un paysan qui n'a pas beaucoup de ressources d'avoir 10 millions de francs CFA pour acheter un tracteur, même subventionné? Oui, parce qu'on a mis les moyens. La banque leur prête. Il n'y a pas de problème si tu travailles bien et si tu es honnête. Mais la banque demande souvent dans nos pays des garanties. Mais la banque garantit le tracteur. Parce que le tracteur qui vaut 30 millions par exemple, toi tu l'achètes à 15 millions, lui il a 30 millions. Donc tu es obligé de payer, ça suffit comme garantie. Et ils mettent leur terre, tout ça, non. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis paysan sénégalais, je n'ai pas les moyens, je vais acheter un tracteur pour cultiver la terre, développer. Et quel est le circuit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, le président a dit, il ne faut pas venir, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on donne aux prestataires de services ou des gens qui ne cultivent pas pour les louer. Vous allez, nous, qui sont distributeurs et qui sont mandataires, il y en a quelques-uns à part moi, vous venez, vous versez au Crédit Agricole et vous passez au ministère de l'Agriculture qui valide ça, vous venez, on vous livre le tracteur et on fait le suivi. C'est très simple. Après, c'est et moi, je vais équiper tous mes tracteurs de GPS pour que ça ne dépasse pas nos frontières. Oui, là aussi, c'était un problème qui avait été posé. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des tracteurs qui sont venus bien. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une enquête de gendarmerie. Il y avait un tracteur qui était passé à... C'était pas vrai. Les gens racontent n'importe quoi. Parce que nous, chaque tracteur qu'on vend, nous, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Surtout les Massey Ferguson là, on s'est équipé. Si c'est à Matam, je te dis c'est à Matam. Donc vous avez le moyen de contrôler les tracteurs là où ils sont, voilà, avec des GPS. Voilà, avec les GPS. Au-delà de ça, Cheikh Amar, on avait parlé un peu du phosphate de fond.
Les phosphates de fond, vous avez une usine aujourd'hui qui est à Matam qui travaille autour de ce phosphate-là pour aider un peu à booster encore davantage les rendements dans l'agriculture. Est-ce que vous pensez que les paysans sénégalais sont conscients de cela? Je pense qu'il y en a qui connaissent, parce qu'il y a quand même des agronomes qui connaissent, mais ils connaissent pas vraiment le produit. Eux ici, ils le connaissent. Parce que des fois, ils achètent, tu ne peux pas faire de toute façon de l'engrais sans phosphate. Ce n'est pas possible. Donc, mais sans l'engrais même, le phosphate pur et simple peut augmenter la production jusqu'à 30%. Mais moi, je veux une valeur ajoutée. Fabriquer carrément des NPK, du triple 15, 9, 23, 30, 6, 20, 10, l'engrais pour l'arachide, 10, 10, 20 pour l'horticulture, etc. Bon, on n'aura qu'un seul problème, c'est l'urée. Mais bon, ça, on peut l'importer. Mais c'est surtout l'engrais qui est important. L'urée, c'est pour toute culture. Ça, ce sont les usines que vous allez créer au Sénégal. Quels sont les emplois que ça va créer pour les jeunes? Parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont un taux de chômage qui est important. Ça va créer beaucoup d'emplois. Moi, en ce qui concerne ma société, là, je commence à contacter les lycées Pétavant et les lycées Maurice Delafosse en formation professionnelle. Parce que ces jeunes-là, il faut les aider. Et ils sont très, très bons. Ils sont très bons. Donc moi, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est ces gens-là qu'il faut former aujourd'hui. Parce qu'on a essayé depuis combien de temps, on n'a pas réussi. Donc il faut changer de fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ces jeunes-là, ils viendront faire des stages d'entreprise? Non, ils vont faire des stages, après ils vont travailler chez nous, on va les former. Massé Ferguson va venir. Massé Ferguson même, chez TSE, des fois ils viennent, ils sont impressionnés comment les gens travaillent là-bas. Donc ils vont venir et puis on va les former et puis ils seront de futurs cadres, ingénieurs. Ils seront des formateurs eux aussi. Parce que en termes d'emploi, vous évoluez combien par exemple d'emplois vous les créez? 6 000, 5 000, 7 000, 10 000 emplois? Oui, non, tout cumulé, holding, ouais, beaucoup d'emplois. Ouais. Donc à peu près combien? Bon, là je ne peux pas répondre, mais rien que les phosphates, ça crée beaucoup d'emplois. Rien que les camions qui partent au port, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la valeur ajoutée. Ce qui reste au Sénégal, c'est quand même un produit du Sénégal. Je ne suis pas tellement d'accord pour l'exportation. Prenons le Sénégal et réglons le problème de la sous-région. Votre objectif, c'est aussi d'exporter dans la sous-région? Ah oui, il n'y en a pas. En Mauritanie, il n'y en a pas. Au Mali, il n'y en a pas. Au Burkina, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. C'est un grand marché d'abord. Réglons ça. En termes d'investissement aujourd'hui, combien de milliards allez-vous investir dans ces usines à peu près pour aller travailler? Parce que c'est quand même important. Bon, il y a beaucoup de milliards. Je n'aime pas parler de chiffres comme ça, mais il faut beaucoup de milliards. Parce que déjà pour faire l'usine d'engrais, c'est beaucoup de milliards, mais surtout faire l'usine d'acide phosphorique. Est-ce que dans ces investissements-là, ça n'a rien à voir avec le phosphate simple? Ça aussi, c'est beaucoup d'argent. En termes d'investissement, est-ce que l'État vous accompagne dans ces investissements à faire? Parce que beaucoup de gens veulent investir au Sénégal, mais ils disent souvent qu'on est confronté à des difficultés. L'État ne nous accompagne, n'a pas à nous accompagner. C'est nous qui devons accompagner l'État. Faire un plan social. Mais on a entendu beaucoup de privés sénégalais dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas impliqués dans la politique d'emploi de l'État. Mais c'est privé. Les phosphates là, c'est privé. Ce n'est pas une affaire de l'État. L'État est actionnaire, d'accord, mais c'est privé. Donc c'est les fils sénégalais, le directeur général par exemple de Sonimba, c'est un Sénégalais, vous le connaissez, Ibrahim Sarr. L'autre société aussi, c'est unipersonnel, SRPM, c'est Eugène Faye qui est DG. Moi je suis le PDG et le PCA de l'autre. C'est les Sénégalais qui en bénéficient en termes de tout. Mais moi je ne regarde pas ça, je regarde qu'est-ce que le Sénégal gagne sur ça. C'est ça qui est important. Parce que les privés disent que les entreprises étrangères viennent s'installer au Sénégal, on leur donne des marchés, nous les nationaux, on les a souvent oubliés. Bon, ça dépend de quel secteur ils évoluent. Ça dépend de... Il y a aussi des marchés que les Sénégalais n'ont pas, parce qu'on a quand même une perte de ressources humaines.
au Sénégal. Les Sénégalais aussi, il faut qu'il y ait le courage. Comme moi j'ai fait, j'ai habité ici pendant longtemps, mais je suis retourné dans mon pays pour travailler. Mais si on ne peut pas faire ça, mais les étrangers vont le faire. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, mais c'est des Sénégalais, c'est des ingénieurs sénégalais, des ingénieurs nuls. Parce que ceux qui rentrent ont souvent dans d'autres pays des facilités pour se réinstaller, pour s'installer, pour avoir accès au crédit. Mais ce n'est pas donné à tous les Sénégalais de le faire. Il y a certains peut-être qui veulent rentrer, mais qui ne savent pas. Ça, c'est les problèmes de banque. Ça, c'est les problèmes de banque. Les banques aussi, il faut les prouver. Moi, il y a des banques où j'ai des lignes de crédit qui me connaissent. Je ne vais pas emprunter de l'argent pour fuir. J'habite au Sénégal. Mais si on ne te connaît pas, tu ramènes un projet. Le projet n'est pas bancable, il y a les risques et tout ça, ils ne te financent pas, quoi. Mais le gars aussi qui est à l'étranger, qui ramène ses sous pour investir, on ne peut pas lui dire non. Justement, en termes d'investissement, beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que la plupart des banques qui sont au Sénégal, c'est des banques d'origine étrangère. Est-ce que n'est pas temps que le Sénégal, comme la BNDE, multiplie d'autres banques pour que l'argent reste au Sénégal? Mais ça, c'est nous déjà, nous, hommes d'affaires, qui devons se lever pour aider nos banques. Deuxièmement, c'est l'État qui place ses sous dans ses banques. C'est comme ça qu'on aide les banques. Mais si on les donne à d'autres banques, moi aujourd'hui j'ai d'autres banques étrangères qui me font beaucoup plus de facilité que des banques nationales. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils veulent les gros clients. À part BNDE, je ne travaille pas pour eux, mais le crédit agricole, chapeau. Tout ce qui est agriculture, on doit l'appuyer. Parce qu'ils financent, ils financent vraiment les semences, le matériel, tout ça. Donc ça, il faut que l'État l'aide, mais je pense qu'on doit l'aider encore. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, les hommes d'affaires sénégalais, vous n'entendez pas beaucoup entre vous sur les intérêts stratégiques qu'il y a des problèmes aujourd'hui de financement? L'éparpillement des hommes privés sénégalais? Bon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je suis dans... J'ai pas de lobby, moi. J'ai pas de lobby, je travaille. Et puis ce que Dieu me donne, je me contente de ça. J'ai notre holding, que je gère beaucoup de sociétés et je travaille avec eux. Je rentre pas dans la politique. Mais nous sommes obligés de travailler avec les politiques, comme on est dans l'agriculture. Il y a des subventions. Par exemple, l'engrais, si on vend 200 000 par exemple la tonne, le paysan paye 100 000, l'État nous paye 100 000. Il n'y a que des relations comme ça qu'on a. Mais c'est à nous aussi, hommes d'affaires, d'aider le Sénégal. Maintenant, s'il y a des jalousies entre hommes d'affaires, ça c'est autre chose, quoi. Parce que l'État a initié une politique agriculture qui s'appelle les PRODAC et les SIPA dans les régions. Est-ce que dans cette politique-là, vous, hommes d'affaires qui travaillez dans l'agriculture, vous êtes impliqués dans la mise en œuvre de ces projets? Ah oui, nous sommes impliqués tant que c'est l'agriculture et développement ou immobilier ou autre chose. Donc on est impliqués, mais la décision, ce n'est pas nous qui le prenons. Parce que le président a inauguré la fois dernière la PRODAC de Sédhiou en disant qu'il va les démultiplier un peu partout au Sénégal. C'est un bon projet. Vous qui travaillez dans ces gens, en quoi il est bon ce projet? Bon, il est bon parce que ça permet de recadrer les jeunes. Les jeunes sont désorientés, quoi. Alors qu'ils ont les vrais outils pour travailler. Oui, mais parce que beaucoup de jeunes préfèrent venir à Dakar, s'installer, que d'aller cultiver la terre. Mais il n'y a pas de motivation. Il n'y a rien, c'est parce qu'ils n'ont pas... Moi, je vois un paysan là-bas. Je l'ai connu depuis longtemps, mais je peux te dire qu'il a du pognon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les jeunes qui retournent à la terre? Ben, il faut leur donner les moyens, subventionner, leur expliquer le schéma, les motiver. Et s'ils le font une fois et que ça marche, ben, ils vont rester dans leur terroir. Ils peuvent gagner leur vie dans l'agriculture? Ils vont gagner leur vie plus qu'à Dakar. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, justement, en tant que promoteur dans ces genres d'agriculture? Mais nous, on les conseille, on les donne du matériel par le biais de l'État, on participe. Et moi, je suis prêt à accompagner l'autosuffisance en riz en achetant des rizeries pour qu'on ait du riz de qualité. Tout ça, parfumé et tout.
bon, il y a d'autres amis hommes d'affaires qui vont être impliqués. Et si toute la chaîne marche, mais ça va. Hein. Après eux, ils peuvent faire du commerce. Mais l'autre problème aussi, c'est que nos femmes n'ont pas peut-être la bonne information par rapport au riz local, en disant que c'est un riz qui n'est pas facile à cultiver. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout les femmes qu'il faut aider. Parce que les femmes, là, moi, quand je les vois avec leurs mains sur le riz, ça me fait très mal, alors qu'il y a des moissonneuses batteuses. Et elles sont tellement courageuses. Donc, je pense qu'elles ont beaucoup de mérite. Et surtout, l'autosuffisance en riz viendra des femmes. Mais les femmes aussi qui sont dans la cuisine, qui doivent cuisiner ce riz-là local, certaines disent que oui, le riz local il est très difficile à faire. Non, c'est l'usinage, c'est ce que je vous explique, c'est la rizerie. Si on n'a pas de bonne rizerie, polisseur, blanchisseur, tout ça, ben, le riz ne peut pas être bien. Est-ce qu'au Sénégal, il est possible justement de mettre en place toute cette chaîne-là? Oui, bien sûr. Moi, le riz que j'ai mangé à Dagana il y a quelques faux fédiors, c'était du basmati. Je n'ai jamais mangé du riz aussi formidable que ça. Il faut qu'on fasse la qualité quand même. C'est ça qui est important. Monsieur Cheikh Amar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur le plateau de la TFM à Question Directe. Nous parlons avec vous d'agriculture au Sénégal, ici au Salon international des matériels agricoles, pour parler qu'est-ce qu'il faut faire au Sénégal pour que l'agriculture aujourd'hui s'en sorte et surtout arriver à l'autosuffisance alimentaire. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur la TFM. Merci à Medoun qui a assuré la réalisation de cette émission ici à Paris. Merci, au revoir.